parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. De nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous, à l'international. Vous nous écoutez à Bokeh sur 99.7, même fréquence à Kindia. Mamou écoute Radio Espace à travers 99.7. Si vous êtes à Cancan, 99 en modulation de fréquence, mesdames et messieurs. Eh bien, plusieurs mots sauf à vous. Cependant, on pourrait interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro de téléphone, ça n'a pas changé. Soit vous partez sur Orange, le 8037 GG au 8037. Sinon, le numéro de téléphone, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Réussir l'exclusivité sans recyclage et sans chasse aux sorcières, l'équation ne sera pas une promenade de santé pour le CNRD. On l'a vu, les nominations au gouvernement suscitent déjà beaucoup de commentaires, et dans le milieu de la culture, l'appréciation évidemment de l'action de la junte reste mitigée. Certains acteurs commencent évidemment à craindre en tout cas un management, en tout cas du RPG, parti d'Alpha Condé tenu pour responsable de la situation actuelle du pays. Abraham Sonti Koundouaka nous parle ce matin, il en a gros sur le cœur, il le dit ce matin, Tamba Zakari Milimono, nous allons l'avoir ce matin, d'autres sujets viendront. Salutez à tous ceci pour de plus grand bonheur. Les GG avec vous, avec Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous, Jacques Liwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ahmed Kamara est là aussi, bonjour Ahmed. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous, Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Armée guinéenne, Jacques Liwalino annonce de grandes mesures, mon cher ami. Oui, d'abord il faut bien dire que c'est pour reprendre ce qui a existé par le passé, les militaires aux commandes qui célèbrent véritablement la fête de l'armée guinéenne. Ouais. C'est vrai que la semaine du soldat avait déjà été initiée par le gouvernement d'Alpha Condé sur une semaine. Il y a des activités qui étaient organisées pour permettre, n'est-ce pas, aux militaires non seulement de parler d'eux, mais également de participer à la construction du pays. On avait par exemple l'habitude de voir ces militaires qui, ceux du génie, le génie militaire, qui dirigeaient les opérations d'assainissement ici à Conakry. Maintenant, nous avons entendu hier le colonel Doumbouya qui a appelé à la responsabilité, tous les militaires à la responsabilité, et puis a mis l'accent sur la défense de l'intégrité du territoire national et puis la sécurité des populations pour ce qui concerne le rôle premier de la police et de la gendarmerie. Donc aujourd'hui, moi j'ai envie de dire que le travail va continuer avec la mise à la retraite d'abord des généraux et probablement ce qui devrait se poursuivre avec d'autres militaires, mais également le rajeunissement de cette armée. Il y a eu beaucoup de recrutements ces derniers temps. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une rupture. Parce que ce qu'on a constaté sous la Troisième République, c'est qu'on a procédé à des recrutements officiels, mais on a procédé aussi à des recrutements non officiels. On parlait des recrutements officieux qui ont concerné des jeunes qui assuraient la sentinelle au siège du RPG Arc-en-Ciel. J'en ai parlé ici. Certains ont été intégrés dans l'armée, d'autres dans la police. Alors les citoyens guinéens, les jeunes guinéens qui veulent aller à l'armée et qui veulent servir la République n'ont pas les mêmes droits, et je crois que ça pose un problème. Donc il faut qu'il y ait des concours ouverts pour que ceux qui veulent faire le service militaire puissent accéder, n'est-ce pas, à ces formations, qu'ils puissent participer véritablement à la formation. Et je crois que ces derniers temps, il y a quand même un certain progrès, et là il faut clairement le dire. Si par le passé on prenait même ceux qui ne savaient pas lire pour les intégrer dans l'armée ou dans les services de sécurité, aujourd'hui
C'est le principe quand même de l'armée que de prendre des gens qui ne savent pas lire pour justement leur apprendre à lire, les alphabétiser, c'est important. Non, mais je crois c'est un facteur d'intégration, l'armée, normalement. Oui, ça généralement des soldats, généralement. Oui, mais c'est justement l'endroit, oui, mais le pour corps certains où on corps, peut intégrer les... Pour certains corps, je crois il faut la savoir gendarmerie, lire, comme la gendarmerie. Ah oui, la gendarmerie, c'est même la police. Même la police, il faut savoir lire. Mais par le passé, on a constaté que même pour ces services-là, il y en a qui ne savaient pas lire. Aujourd'hui, on est en train d'exiger le bac. Pour le dernier concours organisé au niveau de l'armée de l'air, j'ai vu qu'on avait exigé le baccalauréat. Je crois que c'est des choses qui sont normales et qu'il faut encourager. Ouais. Bien, allez-y, Ahmed Kourouma. Oui, alors il faut savoir que l'armée guinéenne, son historicité est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle a été créée en 58. Elle a participé à la guerre en Sierra Leone, plutôt à la guerre civile en Sierra Leone, au Libéria. Elle a participé à la guerre de libération du Mozambique. Ouais. C'est une armée qui est réputée dans le monde. Enfin, en tous les cas, qui avait des lettres de noblesse et qui était extrêmement respectée. Alors, tu l'as souligné, Jacques, tout à l'heure. Effectivement, il y a eu des recrutements, mais ça ne date pas. Il faut quand même être juste. Ça ne date pas que du RPG. Ça date depuis très longtemps. Il y a eu des recrutements sur la base ethnique, puis sur la base d'affiliation politique, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, mon cher Jacques, c'est que l'armée en général, dans le monde entier, c'est un facteur d'intégration. C'est-à-dire que, je vais prendre un simple exemple sur la France. Moi, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait mes 3 jours, puis mon service militaire en France. Ça m'a permis d'abord d'avoir une certaine discipline, et puis ensuite de comprendre l'importance du tricolore. Qu'est-ce qu'il y a, Moussa Moïse? Vas-y. L'importance du tricolore. Et j'ai fait mon service militaire en Guinée aussi. Ouais. Non, parce qu'il m'énerve là. Ouais. Bon, bref. Donc, ça m'a permis de comprendre l'importance du tricolore, d'apprendre l'hymne national guinéen, etc. D'avoir d'être discipliné. D'être discipliné. Et puis surtout, à l'heure où on reprend... Et l'endurance surtout. L'endurance, enfin, tout ce qui est scié, tout ce qui scie à l'armée, pardon, c'est-à-dire les valeurs de patriotisme, etc. Après, Lamine va nous expliquer pour lui aussi. Non, Lamine va nous expliquer pour lui, mais c'est surtout celle de Moussa Moïse que j'aimerais entendre. Bref. Donc, moi, je fais mon service militaire. Je l'ai fait aussi. Ouais, toi, tu as fait. Non, je sais que vous, là, sur autour de la table, vous savez pas ce que ça veut dire le service militaire. Parce que vous êtes la génération bénite. Bref. Eh ben. Mais non, mais ça m'agace, tu sais, ça m'agace ce genre de choses. Nous, on a fait les tranchées, on a appris à manier une Kalachnikov, un AK, etc. En gros, contrairement à vous, autour de cette table, bande de jeunes freluquets, nous, on a consacré, c'est bien fait pour vous. Oui, bien sûr. Ouais. Nous, on a consacré une année de notre vie au service de notre nation, et ce, gratuitement. Voilà. Et c'est ce qui vous manque. Et je finis. Je voudrais lancer un appel à tous les généraux guinéens. Il faut absolument rétablir le service militaire. Donner une année ou 6 mois ou une année à son pays, c'est important. Ça t'apprend le civisme, la citoyenneté. C'est un facteur d'intégration. Ceux qui ne savent ni lire ni écrire, c'est le lieu de se former. Moi, j'ai passé mon permis de conduire dans l'armée. C'est elle qui me l'a donné. Bref, c'est un facteur d'intégration sociale et surtout, le plus important, puisque on le pourfend ici à longueur de journée, ça t'ancre l'idée de la nation et le sacrifice que tu peux y faire. Voilà. Donc, hommage à l'armée guinéenne parce que ce fut un corps respecté en Afrique. Hommage encore aujourd'hui, j'espère qu'il va y avoir des grandes réformes dans l'armée. Et puis, vive la Guinée. Voilà, vive la Guinée. Allez-y, mon cher Antoine. Parlons de réforme. T'as pas fait de service militaire, toi, hein? Non, mais Antoine. J'ai joué au football. Voilà. J'étais numéro 9. Et certains couraient les filles ici, hein? J'étais numéro 9 à l'époque, grand buteur. Donc, je disais que, parlant des réformes, on constate qu'hier, dans le discours du président de la République, il a été annoncé qu'on va mettre à la retraite 1000 militaires. C'est déjà courageux de la part de Doumbouya, qui depuis son arrivée montre une certaine volonté de changer les choses au sein de l'armée. Il a envoyé à la retraite déjà une centaine de militaires et également des gendarmes et des douaniers. Beaucoup se disaient que c'est fou de venir dès le départ et mettre à la retraite des gens de cet acabit. Il a osé le faire. Ça a été salué par beaucoup, même si certains pensent que beaucoup ont été envoyés à la retraite de façon anticipée. Il n'avait pas encore l'âge d'aller à la retraite. Il a annoncé hier 1000 retraités bientôt au sein de l'armée, mais à qui il a promis des conditions dignes par rapport à la retraite. Ça, on le salue également, parce qu'il y a eu 4000 militaires qui ont été envoyés à la retraite par Alpha Condé à sa prise de fonction en 2010. Ça a été annoncé par rapport aux réformes au sein de l'armée.
on a envoyé 4000 personnes à la retraite. À l'époque, on a tous suivi ces cris dans les médias où des personnes envoyées à la retraite disaient qu'ils n'ont pas bénéficié d'assez de moyens pour leur retraite. Donc il y a eu un délaissement à ce niveau-là. On a envoyé les gens à la retraite sans accompagnement véritable. Il y a eu parfois des soulèvements, des cris dans les médias pour dénoncer ce type de fait. Si Doumbouya envoie 1000 personnes à la retraite à qui il promet des conditions de vie dignes de nom, je salue l'acte. Mais de l'autre côté, parlons toujours des conditions de vie des militaires et des autres, de la police et des autres. Nous constatons à longueur de journée dans quel état chacun des corps vit. Parfois, on prend fait et cause pour la police en disant que c'est le parent pauvre au sein de l'armée. On se dit que et la routière et même ceux qui font les interventions sur le terrain, parfois ne sont pas considérés. Rien que de par la tenue qu'ils portent, vous savez combien de fois ils souffrent. Lorsqu'un policier de la routière vous tend la main en disant que depuis le matin il n'a pas mangé, et lorsqu'un policier, de par son accoutrement, vous constatez qu'il souffre beaucoup, et la preuve a été récemment la mort de ce policier à la tannerie, pour qui il n'y a pas de respect, pour qui ce chauffard n'a pas eu d'égard, il lui a ôté la vie de façon comme un poulet. Ça a été dénoncé par tout le monde. Je me dis que si Doumbouya vient pour donner à l'armée toute sa dignité, on ne peut que saluer cela parce que ça y va de notre sécurité, ça y va de la défense du territoire national. Il y a l'autre chose que je veux signaler, c'est par rapport à l'état de nos casernes. À Sonfonia, il y a l'école de gendarmerie qui se trouve de ce côté. Depuis l'ère d'Addis, on a entamé des travaux par Guicopress, des travaux de construction de cette école qui devait abriter les gendarmes. Mais jusqu'à ce jour, les travaux ne sont pas finis. Alpha Condé a fait 11 ans sans que ces travaux ne soient achevés. Il y a la douane au niveau de Sonfonia où les travaux également ont été arrêtés. On ne sait pas. Donc quand vous y allez, vous constatez que la plupart des bâtiments sont en désuétude, la plupart ne sont pas achevés et les gendarmes et douaniers qui parfois se trouvent là n'ont pas de toit où s'abriter parfois. On s'est dit que si Doumbouya promet réhabiliter tout cela, ça va un peu contribuer à changer l'image de l'armée guinéenne, et ce qui pour moi est avantageux pour la Guinée. Pour clore la mine, c'est au niveau des frontières guinéennes. Parfois on effectue des voyages. Quand vous allez dans des pays frontaliers, le voyage récent que j'ai fait, c'est en Côte d'Ivoire. Lorsque vous allez après Lola pour aller en Côte d'Ivoire, arrivé à la frontière guinéenne, la frontière ivoirienne n'est pas loin. Mais vous faites la différence tout de suite par rapport à la façon dont les deux États vivent. Côté guinéen, ce sont des taudis dans lesquels nos militaires sont. Ce sont comment dire ça, des sortes d'abris de fortune dans lesquels on loge nos militaires. Quand j'y ai été, lorsqu'ils m'ont reconnu, ils m'ont dit en off, M. Kourouma, nous souffrons. On ne peut pas le dire clairement, mais ici, on souffre. Il dit, quand vous allez franchir la frontière, voyez comment les Ivoiriens sont logés. Les militaires ivoiriens, quand vous allez sur le territoire ivoirien, d'abord vous êtes frappé par le courant électrique qui se trouve de ce côté. Vous êtes frappé par les bâtiments dans lesquels ils sont, par une cité dans laquelle il y a des douaniers, il y a la police des frontières, il y a les militaires. Côté guinéen, ce sont des cases et parfois sur des bancs, c'est sur des bancs que les Guinéens dorment. Comment voulez-vous que côté ivoirien on respecte les militaires guinéens lorsqu'ils savent que les militaires du côté guinéen vivent dans des conditions assez précaires? Donc, à mon avis, il faut que cela change, parce que ceux qui vont sécuriser nos frontières ont besoin que leurs conditions de vie soient améliorées. Si ce n'est pas le cas, beaucoup ne seront pas tentés d'aller à la frontière, parce que parfois, pour ceux-ci, on doit avoir de l'admiration, de la considération, parce que c'est un sacrifice qu'ils consentent en allant protéger les frontières guinéennes. Merci beaucoup, Antoine. Allez-y, Tamba. Alors, effectivement, il y a eu pas mal de mesures. Antoine, Jacques sont revenus sur certaines d'entre elles. Ça pointe clairement à l'horizon une volonté de transformer, de métamorphoser l'armée guinéenne. Le président de la République est clairement revenu là-dessus. Une autre chose qu'il a évoquée, c'est bien la nécessité de gérer avec transparence, afficher des bordereaux, publier des bordereaux mensuels de l'utilisation des fonds et des dotations à l'armée guinéenne. Ça, c'est quand même nouveau pour la grande muette. Vous savez, le ministère de la Défense qui est normalement qui colle bien. Un lapsus révélateur. Le ministère de la Défense qui est quand même un département administratif d'abord.
avant d'être rattaché aux questions de défense et donc de questions sensibles, ça reste un domaine, un département administratif où il faut quand même avoir une certaine ouverture. Mais quand vous vouliez une information, à part Selou qui nous parlait, Aladi Selou qui parlait parfois, le ministre, on l'a jamais eu, ni en interview, ni quelque part. Je pense qu'il a intervenu dans une seule interview depuis que Alpha était au pouvoir, le docteur Diané, on ne l'a vu nulle part ailleurs, que ce soit sur un plateau, au micro d'une radio ou d'une télévision. Donc, cette volonté d'apporter de la lumière dans la gestion du ministère de la Défense, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau et il faut quand même pouvoir le souligner. Mais ce qui me frappe, ce sont les symboles. Le monsieur est venu en uniforme militaire. Il se met devant les Guinéens. L'uniforme n'aura pas suffi. Il ajoute à l'uniforme tout l'apparat de l'officier qu'il est. Il y a les étoiles, il y a toutes ces cordelettes dont je ne connais pas la signification. C'est comme ça qu'il apparaît, pour parler à l'armée. Mais au-delà du militaire, donc, qui parle aux militaires, parce que ça, c'est le message de base. Vous avez vu les informations, les annonces fortes, 1000 militaires qui vont partir à la retraite à partir d'aujourd'hui. Et donc, ces annonces-là sont faites, mais par un militaire. Ce n'est pas un civil qui parle à des civils, c'est un militaire, commandant en chef des forces armées, qui parle à des militaires. Mieux, il arbore le bandeau du commandement de l'État. On voit bien que c'est le militaire et le chef de l'État qui parle à d'autres militaires. Il va donc ainsi prendre de grandes mesures. Avec Ahmed, on en parlait ce matin, il avale quelques mots. Je pense qu'au niveau de l'élocution, au niveau de la gestuelle, il y a des efforts à faire. Mais comparé à Alpha Condé, c'est le jour et la nuit. Doumbouya avale des mots, Alpha Condé avalait des paragraphes. Mais pour terminer, Lamine, quelque chose m'a frappé. Je pense que j'ai été ému. Et c'est fait pour, je sais que c'est fait pour, mais c'était bien. Le président de la République qui nomme des militaires, des douaniers, qui sont quelque part au fin fond du territoire guinéen. Il dit, je pense à tel caporal, je pense à tel général. Et il évoque même des militaires qui sont couchés, alités quelque part dans nos hôpitaux. Il dit, je pense à vous. Et il rajoute que leur combat ne sera pas vain. Il leur sera reconnu. Moi, petit policier qui organise la circulation ici à Matoto, le président de la République, il dit mon nom comme ça à la télé. Ce jour-là, je ne mange pas. Bien. C'est la fête à la maison. Merci. Et je pense que le président de la République a compris ça pour leur dire, même si vous êtes loin, même si pour le commun des Guinéens, vous êtes d'illustres ignorés de la République, croyez-moi, nous savons que vous existez et vous êtes dans notre esprit. Merci beaucoup, Tamba. Oh, on a l'impression d'être à l'église ce matin. Allez-y. Mon cher Ahmed Camara. Ce qui reste clair, c'est que je pense que le message est bien perçu. Ouais. Moi, j'ai quand même une satisfaction au lendemain de ce coup d'État. Il faut dire que le travail qui a été entamé depuis des années, à l'arrivée même du professeur Alpha Condé, pour moi, a donné en partie. C'est-à-dire c'est la réorganisation des forces de défense et de sécurité. On a assisté au coup d'État d'Addis. C'était pas vraiment les mêmes conditions. On a vu ce que les militaires ont fait dans la rue, où on était tous là, on a assisté, où des militaires peuvent venir arraisonner des véhicules, prendre, parce que tout simplement il y a un coup d'État et puis ils font ce qu'ils ont envie de faire. On a eu combien de communiqués ici, des personnes nous disant oui, mon véhicule a été arraisonné par des militaires et ils sont partis avec. Mais par rapport à ce coup d'État, on a vu quand même une certaine organisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'autres même se sont fait arrêter parce qu'ils se sont rendus coupables de faits condamnables. Voilà, non. Vous me laissez terminer? Allez-y, il passe pas à l'antenne, allez-y, Ahmed. Les grandes gueules. Je dis bien. Allez-y. Tu me laisses terminer mon speech. Allez-y, Ahmed. Allez-y. Antoine, s'il te plaît. Allez-y. C'est toi qui comprends français. Moi, je ne comprends pas. Mais laisse-moi parler mon petit français. Allez-y, Ahmed. Je dis bien que on a vu certains qui se sont fait arrêter. Donc, tu me laisses terminer. Je sais que parmi eux,
Il y a d'autres qui disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas responsables des faits qui leur sont reprochés. Ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas à moi de justifier cela. Ce sera à la justice. C'est leur parole contre ceux qui les ont arrêtés face à la justice. Et en ce moment, c'est la justice qui va trancher. Ça, ce n'est pas à moi de trancher. Mais ce qui reste clair, c'est que je dis que quand nous avons assisté au coup d'état d'Addis, par exemple que je donne, nous n'avons pas vu ce genre de situation. Si cette fois-ci, nous voyons ce courage aussi, je me dis que quelque part, l'armée est en train de subir une certaine évolution. Bien. Et c'est ce que je suis en train de saluer. Par rapport à la mise à la retraite aussi qu'il a annoncé, c'est une bonne chose. Je pense qu'on a une armée aussi qui était vieillissante. Donc il y a quand même un devoir de rajeunir l'armée guinéenne. Mais il ne faut pas recruter pour recruter. Ça, c'est un. Et de deux, je dis bien. Concernant aussi les mises à la retraite, ce que je demande au général, c'est quand même de s'intéresser vraiment au profil de tous ceux qui seront mis à la retraite. Oui, on va me dire 1000 personnes. Oui, mais si on décide de mettre 1000, je ne veux pas qu'on cause du tort à certaines personnes. Parce que je vous le dis, moi je connais des gens qui ont été mis à la retraite anticipée en Guinée ici. J'en connais un. On a dit au président qu'il était paralysé. Le président Alpha Condé, oui, on lui a dit que ce monsieur était paralysé. Quand le président l'a appelé, il venait, le président l'a regardé, il dit non, il dit retourne, reviens encore. Il revient, il dit mais ce pays est incroyable. Donc c'est pour vous dire qu'on peut amener des gens à la retraite, mais il ne faut pas les amener pour les amener. Oui, il y en a d'autres qui sont capables de faire quelque chose pour des règlements de compte. Je ne veux pas que des gens se cachent derrière une question de mise à la retraite pour envoyer des soldats qui peuvent punir, soi-disant. Voilà, pour punir. Même si ailleurs, quand on va à la retraite, on est content. Hein, donc, oui, absolument. Non, mais c'est ce que j'allais dire à Ahmed. Tu sais que quand même la retraite, c'est le moment où tu pars aux Seychelles, où tu vas siroter des verres, tu vois ce que je veux dire, où tu vas te bronzer sous le soleil. C'est ça la retraite. C'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau. Mais je vais vous dire une chose. Quand on décide de porter la tenue militaire, parfois on porte pour apporter quelque chose à son pays. Quand on vous charcute pendant que vous n'avez pas fini d'apporter ce que vous voulez et ce que vous êtes capable. Non. Quand je sais ce que je dis. Il y a des gens tu as parfaitement raison. On connaît la retraite dans notre pays. Voilà. Il faut quand même parler de la retraite dans notre pays. C'est pas la retraite de ta France. Oui, mais il a précisé. Je vous rappelle quand même. Je vous rappelle qu'il a précisé dans son allocution deux choses. Oui, même la retraite de la France dont il parle, il me parle de quelle retraite. Ça dépend de ce que vous avez fait dans votre vie. Le président Doumbouya. Si vous avez économisé, vous pouvez partir au Seychelles. Si vous n'avez pas économisé, vous ne pouvez pas. Tu peux même cuisiner. Tu peux même construire ton potager. Aujourd'hui, on a un ministère de l'enseignement technique. J'en parlais avec Tamba. Vous avez aujourd'hui un jeune là-bas. Moi, je pense aujourd'hui qu'on peut même amener les jeunes qu'on va recruter au niveau de l'armée à se former pour qu'on ait une armée de métiers. Des civils? Non, des militaires qu'on peut former à la plomberie, des militaires qu'on peut former à l'électricité et à plein de choses. Quand vous allez... Oui, quand vous allez à la retraite, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous en sortir parce qu'en ce moment, vous pouvez faire ce travail que vous avez appris dans l'armée. Et n'oubliez pas que les fonctionnaires guinéens sont quand même l'un des plus gâtés de la sous-région, si je peux me permettre même de l'Afrique. Parce que 80%, si j'ai bonne mémoire, de leur salaire, ils prennent sans même cotiser. Bien. C'est beaucoup. Merci beaucoup Ahmed Kamara. Moussa Moïsila nous a rejoint. Bonjour Moussa et bienvenue. Oui, je viens juste d'arriver. Oui, c'est cela. Bienvenue. Alors, merci. Il faut des fois dire la vérité dans ce pays. Non, il faut apprendre à dire la vérité dans ce pays. Moi, je trouve que c'est l'armée, sa mission traditionnelle, c'est la défense de l'intégrité du territoire, c'est la sauvegarde de la paix. Mais cette mission traditionnelle a évolué depuis lors. C'est vous faites un facteur d'union, un facteur de solidarité, de fratrie, de fraternité entre les citoyens. Parce qu'au sein de l'armée, on se retrouve tous. Quand vous regardez l'homme en tenue, vous vous retrouvez. C'est vous qui le dites, ça peut passer hier à une personne. Oui, exactement. Lorsque vous regardez l'armée, c'est un mélange. Vous y trouvez tout. Vous y trouvez la nation, vous y trouvez les communautés, les ethnies, tout le monde y est. Et sous un même drapeau avec un seul objectif. Je pense que c'est un facteur d'unité qu'il ne faudrait pas du tout oublier. J'ai bien aimé l'allocution du président de la transition hier parce qu'il sait d'où lui vient, lui et ses hommes. Ils ont été aussi coupables, ils ont été aussi victimes, je veux dire,
de la lourdeur administrative au niveau de l'appareil militaire, les difficultés au niveau de la hiérarchie militaire, tout ce qui empêche par exemple la bonne marche de l'armée nationale, ben, ils ont vécu cela, lui et ses hommes. Je prends l'exemple le concernant. Lorsqu'il a quitté la Légion et qu'il était venu en Guinée dans le but d'être dans les rangs pour travailler pour sa nation, eh bien, dans les petites enquêtes, on s'est rendu compte que on lui payait toujours un montant, mais qui n'allait pas au destinataire véritable, qui ne percevait pas. C'est un petit exemple. Vous comprenez? Donc de l'argent sortait en son nom, mais il ne le percevait pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan en termes d'exemple. Il y a beaucoup de militaires comme ça qui vivent cette situation, parce que quand on dit la grande muette, on n'ose pas parler des espèces sonnantes et trébuchantes que la grande muette touche. Pourtant, il s'agit de l'argent public, il s'agit du denier public. Ouais. Et cet argent, il a beau être, la somme a beau être importante, l'essentiel est que ça puisse entrer véritablement dans la prise en charge du militaire, que ça puisse lui permettre de bien faire son travail. Mais quand ça prend une autre orientation, c'est un facteur d'inquiétude. Et puis, c'est un facteur aussi de trouble, d'instabilité. Parce que vous savez bien que quand ils ne sont pas dans les conditions, bien souvent, la seule façon par laquelle ils expriment leur colère, leur désarroi, ben c'est d'une façon assez, en tout cas, qui n'est pas bien perçue par le monde civil. Donc, il faut éviter souvent que ce genre de pratique de perdu au sein de l'administration militaire. Et puisque lui, il en a été victime, je pense qu'il mettra un accent particulier sur cela pour faire le nettoyage. Deuxièmement, toujours au niveau de la lourdeur de l'administration militaire. Lorsque je prends toujours l'exemple des FS, à l'intérieur du pays, au niveau de forces spéciales, vous savez, c'est pas caché. Et ce monsieur a été contraint de revendre deux de ses véhicules pour prendre en charge ses hommes. Il l'a fait, deux de ses véhicules. Il est obligé d'utiliser l'argent qu'il a reçu dans la Légion française pour entretenir ses hommes. Et même ses missions dans le monde. Aux alentours de 300 000 euros. Donc pourquoi? Parce que ce qui devrait être légal, ce qui devrait être normal, les demandes de dotation pour l'entretien des hommes, pour l'opérationnalisation de toutes les manœuvres au niveau des hommes, quand des demandes régulières de ce genre sont faites, c'était bloqué. Je pense que c'est un exemple encore parmi d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il en est la seule victime, ou les FS ont été les seules victimes, mais c'est comme ça pour beaucoup de militaires qui veulent faire bouger les choses. Je sais que des militaires chevronnés ont joué un rôle important pour essayer de redorer un peu le blason de notre armée en termes de fonctionnement au niveau administratif. Je pense au général à la retraite Idi Amin, qui a beaucoup fait dans ce sens-là. Je pense. Donc, au regard de tout cela, avec tout ce que lui il a vécu comme expérience, les conditions dans lesquelles il vivait avec ses hommes, le béton qu'il fallait mettre, tout ça pour que les hommes puissent au moins se coucher et tout, quand on a traversé tout ça avec ces éléments, on ne peut pas ne pas mettre les moyens qu'il faut pour que l'armée puisse être dotée, pour que ceux qui sont à la frontière puissent avoir les moyens qu'il faut afin de jouer leur rôle régalien. Ils ne demandent pas plus, ils demandent à être considérés, à être dotés afin qu'ils puissent jouer leur rôle régalien. Je dis bonne fête à l'armée guinéenne, facteur d'unité nationale. Bien. Allez, Moussa Moïse Silla, MMS. Vous êtes chez les GG, nous sommes en 2021 et bienvenue. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Matin également sur Espace TV, retrouvez cette émission en rediffusion sur Suite FM Guinée tous les soirs à 18h. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, sur le coup de 10h, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Réussir l'inclusivité, il le dit ce matin, sans recyclage et sans chasse aux sourcières. L'équation ne sera pas une promenade de santé pour le CNRD. On l'a vu, les nominations donc au gouvernement suscitent déjà beaucoup de commentaires, et dans le milieu de la culture, l'appréciation de l'action de la junte reste mitigée. Certains acteurs commencent à craindre un management
ou un ménagement plutôt du RPG, parti d'Alpha Condé, tenu donc pour responsable de la situation actuelle du pays. Abraham Sonti Koundouaka nous en parle ce matin évidemment. Il en a gros sur le cœur, il le dit ce matin, Tamba Zakari Midimono. On continue l'émission évidemment. Nous partons à Kamsar ce matin. Jacques Léo-Aleno, vous nous dites, voilà, un groupement réclame 17 milliards de francs guinéens à GAC, c'est bien cela? Oui, c'est un groupe de maraîchers. C'est une histoire qui remonte à 2016. À Kamsar, du côté de Dapras, c'est là-bas, GAC a installé, n'est-ce pas, le port minéralier. Dapras? Oui, Dapras. Je crois que c'est Dapras, c'est ce qu'on m'a dit, Dapras, si je me suis bien renseigné. C'est dans la commune rurale, donc c'est un secteur de la commune rurale. Il y a des habitants qui étaient là, donc qui devraient être relogés de l'autre côté. Finalement, GAC va obtenir un site à Sidikia. C'est dans le district de Filima. Le site en question était utilisé par les maraîchers. Donc ils avaient là plusieurs plans donc qu'ils entretenaient. GAC donc va promettre, donc ils vont s'entendre sur l'idée de procéder à la compensation. Donc il faut indemniser. Ce n'est plus les personnes qui ont été délogées parce que eux ils vont trouver leur logement. Parce que GAC va construire des maisons pour eux. Maintenant, ceux qui avaient sur le site de Sidikia leur plantation, à eux, on va promettre, n'est-ce pas, des indemnisations. Donc, pour cela, ils vont étudier les dossiers. Il va y avoir un examen profond qui va être conduit par la direction des relations communautaires de GAC, la direction préfectorale de l'agriculture de Bokeh. Ils vont donc faire une étude qui va tenir compte de la superficie qu'occupait chacun, mais également des plans, et une évaluation va être faite. Sur cette base, ils vont donc s'accorder sur le dédommagement. C'est ce qui va se passer parce qu'il y avait une centaine de personnes sur le site en question, une centaine de maraîchers. Ils vont donc faire des enquêtes, mais finalement, on se rend compte que sur les calculs, ils ne vont pas tenir compte des taux qui ont été fixés au départ par de commun accord avec la direction préfectorale de l'agriculture et, n'est-ce pas, les responsables des relations communautaires. Il y a 2 fiches comme ça que j'ai avec moi qui mentionnent clairement ces disparités-là. Si vous prenez la tomate mature, par exemple, qui est, si vous voulez, une des productions qui était sur place, on va partager, n'est-ce pas, le groupe de la centaine de maraîchers en 2. Il y a 31 personnes qui vont être indemnisées sur le taux qui a été accepté en 2016. Donc, quand vous prenez la tomate mature, je disais donc, on va dire que le taux, c'est 174 990. Sur l'autre groupe, qui va être indemnisé finalement, ou disons qu'on va décider d'indemniser à partir de 2017, ça c'est la seconde enquête qui va être faite, on va enlever le 0, donc ce qui va rester c'est 17 499. Ça c'est le premier problème qu'on va constater tout de suite. Mais ensuite, on va omettre carrément le second groupe qui est assez important, qui est composé de 75 personnes. Donc la trentaine qui a été indemnisée, on note à l'intérieur, selon en tout cas les informations qu'on me donne, qu'il n'y aurait pas et qu'ils ne seraient pas tous des maraîchers. Peut-être une dizaine de maraîchers et d'autres, c'est des personnes qui ont été cooptées pour ajouter dessus. Eux quand même, ils vont être indemnisés, mais de moitié. Alors, le calcul va être fait, ça c'est l'exemple par exemple d'une personne qui a été indemnisée, mais de moitié. GAC lui doit 159 960 450 quand on a fini de faire une enquête totale. Maintenant, ils vont s'accorder à partir du 31 janvier 2017 de lui verser 81 129 225 francs guinéens. Maintenant, à partir du 31 7e mois 2017, le reste du montant devrait être payé, c'est-à-dire les 78 831 225 francs guinéens. Donc, pour l'instant, puisque j'ai appelé la personne en question, et elle reconnaît avoir reçu le premier montant, mais là, le second montant qui devrait être payé le 31 7e mois n'a pas été payé. En ce qui concerne la compensation. En ce qui concerne la compensation. Mais ça, c'est pour ceux qui avaient effectivement été recensés véritablement et qu'on a commencé, qui ont eu quelque chose. Maintenant, les 75 autres n'ont rien reçu. Ils
Ils ont donc commencé les démarches. Ils vont même écrire à la directrice de GAC, à l'époque, Aïssata Biawougui, pour demander qu'elle intervienne. Donc, elle n'a pas donné de réponse. Finalement, ce groupe de maraîchers va saisir le tribunal de première instance de Boké. Le tribunal de première instance de Boké va rendre une décision. D'abord, je me permets de lire quelques commentaires. 1 mètre carré de tomates matures a été indemnisé en 2016 à 174 990 francs. C'est ce que je disais tout à l'heure, contre une proposition de 17 499 francs guinéens en 2017. Ça, c'est le tribunal de Boké qui note ça et qui essaie de mentionner ça. C'est un exemple. Sur toutes les productions, il y avait des différences. Ils ont fait procéder ils ont juste enlevé les zéros derrière pour diminuer, n'est-ce pas, sur l'autre groupe qui restait à indemniser. Donc, la décision, entendu que la direction préfectorale de l'agriculture de Boké et le service de développement rural des Kamsar ont estimé la valeur des cultures annuelles et des cultures pérennes, attendu qu'au soutien de ces moyens, la défendresse a invoqué l'article 124 alinéa 3 du code minier qui dispose le montant, la périodicité, le mode de règlement de l'ensemble des autres modalités relatives aux indemnités visées ci-dessus seront fixées conformément aux dispositions du présent code et des textes d'application. La décision, c'est de dire, donc, au fond, à la forme, reçoit les requérants à leur action. Au fond, l'IDI bien fondé constate le manque des textes d'application de l'article 124 du code minier, constate une disproportion entre les taux d'indemnisation pratiqués en 2016 et celui proposé en 2017 pour les mêmes cultures et les mêmes superficies. Dit et juge que les requérants doivent être indemnisés au taux qui a été pratiqué pour les premiers exploitants. Et donc, le tribunal de Boké, en conséquence, condamne la société Guinée Alumina Corporation à payer aux requérants à titre d'indemnisation le montant de 15 milliards de francs guinéens. La condamne en outre au paiement de la somme de 2 milliards à titre de dommages intérêts. Donc, c'est ce qui fait les 17 milliards. Et le problème maintenant, on dit ordonne l'exécution provisoire au quart de la présente décision, nonobstant tout recours. Le problème est au fait à ce niveau, parce que sur les 17 milliards, le tribunal de Boké va dire GAC, quels que soient les recours qu'elle pourrait entreprendre, doit payer le quart. Faire une provision. Donc ça, c'est les 4 milliards de francs guinéens. 4 milliards 216 millions de francs guinéens en tout, quand on a procédé, n'est-ce pas, au calcul. Donc c'est ce qui devrait être payé. GAC va donc contester cette décision de la justice devant la cour d'appel de Conakry. La cour d'appel va donc saisir le tribunal de première instance de Dixine pour lui demander, n'est-ce pas, d'examiner le dossier. Le tribunal de Dixine va, après examen, dire qu'on ne peut pas contester la décision de Boké. Il faut payer déjà les 4 milliards 216 millions de francs guinéens. Finalement, GAC ne se limite pas là, va saisir la Cour suprême. La Cour suprême va confirmer la décision du tribunal de Boké qui a donc été, par l'entremise de la cour d'appel, été confirmée donc par le tribunal de première instance. Ils vont utiliser toutes les voies de recours. Finalement, on va dire les 4 milliards sont à payer. Ce qui va être fait, donc on va procéder à la saisie de ce montant sur le compte de GAC qui se trouve logé à la Société Générale de Banque en Guinée. Il a été demandé donc au groupe des maraîchers à travers donc leur huissier de justice d'aller récupérer ce montant-là. Donc la Société Générale de Banque en Guinée devrait payer ce montant sur le compte de l'huissier qui se trouve à Youbié. L'huissier se rend, ça c'est en 2019 maintenant, l'huissier se rend à Youbié, il se rend compte que le montant n'est pas arrivé. Donc il pose le problème, on dit non, la Société Générale de Banque en Guinée n'a pas accepté de laisser le montant. Ils vont revenir encore, puisque la société disait que c'est GAC qui n'avait pas donné son accord, alors que c'est une décision de justice qui a demandé de le faire ainsi. Donc la Société Générale et GAC vont encore repartir vers la Cour suprême pour contester la même décision. La Cour suprême rejette de nouveau la demande. Finalement, ce qui va être fait, la Société Générale va émettre, n'est-ce pas, le chèque, un chèque physique qui va être remis à Youbié pour le paiement. Le chèque arrive chez Youbié, le ministre donc des Mines, Magasuba, va être mis au courant. Il va donc demander au gouverneur de la Banque centrale de récupérer, n'est-ce pas, le chèque.
Il récupère le chèque dans les mains de UBA, mais il ne le garde pas. Il donne au ministre Doumbouya, Mori Doumbouya, qui s'occupait donc de la justice. Oui. Donc le ministre Mori Doumbouya et le ministre des Mines disent qu'il faut négocier. Négociation après décision de la justice. Oui, non, mais il va finir, s'il te plaît. Je vais terminer. Donc, ils vont appeler, n'est-ce pas, le groupe des maraîchers avec leur avocat. Ils leur disent, écoutez, c'est vrai que la justice a rendu sa décision, mais il faut qu'on négocie. Donc, la négociation doit être faite pour que vous puissiez, n'est-ce pas, être indemnisé. Donc, le groupement, dans un premier temps, va s'opposer, mais finit quand même par dire, bon, si vous dites négociation, nous vous écoutons. Le ministre dit, GAC propose de vous donner 1,216 milliard sur les 4 milliards. Eh bien. Donc, l'avocat va rendre compte au groupe des maraîchers qui dit, mais nous ne sommes pas d'accord. D'abord, on nous doit 17 milliards. Les 17 milliards qui ont été donc acceptés, donc confirmés par le tribunal de Bokeh. Pour l'instant, la procédure judiciaire peut continuer. Mais les 4 milliards, nous avons épuisé toutes les voies de recours. On a utilisé tout l'appareil judiciaire pour savoir si les 4 milliards nous revenaient ou pas. C'est nous qui avons raison. Les 4 milliards doivent nous revenir. Le ministre Doumbouya va dire, vous risquez de tout perdre. Il va donc garder le chèque dans son tiroir. Il va traîner pendant longtemps et jusqu'en 2021, donc le 5 septembre qui devrait arriva. Lui, il est parti. Le chèque est donc resté. Le groupe des maraîchers va relancer le dossier, puisque désormais, c'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui assurait l'intérim. Dès qu'on lui relance sur le dossier, il prend le chèque, il le remet au gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur a le chèque jusqu'aujourd'hui. Et finalement, le groupe des maraîchers, j'ai été le voir avec Tamba, il va revenir un peu sur ce qu'il nous raconte. Déjà, il dit qu'il est un peu dans un dilemme. Qui vous a dit ça? Ça, c'est le gouverneur de la Banque centrale. Tamba reviendra en détail. Jacques. Il a le chèque. Oui. Et il nous confirme effectivement qu'il a le chèque. Et il confirme que c'est le ministre de la Justice qui lui a dit de récupérer le chèque. Et il l'avait donné au ministre de la Justice qui lui a dit de ramener. La dernière des choses, c'est qu'il est assigné en justice. Il doit comparaître après-demain pour la même affaire. Bien. Le gouverneur de la Banque centrale. Puisque le chèque se trouve avec lui. Voilà. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée. Sur Espace TV, tous les matins, évidemment, complément d'infos avec vous, Samba Zakari. Justement, complément d'information, le gouverneur de la Banque centrale a donc daigné nous recevoir au sujet de ce dossier-là. Et on n'est pas allé par le dos de la cuillère. On lui a demandé comment vous, qui êtes gouverneur de la Banque centrale, vous retrouvez-vous dans un tel vent. Parce qu'il a parlé d'un double dilemme que je veux évoquer. Il dit premièrement, la dame, Aïssata Beavogui, c'est donc elle qui aura rencontré le ministre Doumbouya, ministre des Mines, pour lui demander pour lui demander une médiation. Une médiation qui, il faut quand même le rappeler, leur avait été refusée au départ, qui avait été refusée aux demandeurs au départ. Et donc, le ministre Doumbouya, le ministre de la Justice, le ministre Magasouba, le ministre de la Justice et le gouverneur de la Banque centrale vont être ceux-là qui vont gérer cette médiation. Pourquoi ? D'après les dires du gouverneur, c'est que la Guinée avait besoin de ménager ses partenaires économiques, notamment GAC. On ne veut pas les frustrer, il faut préserver les investisseurs. Et donc, de ce point de vue, pour honorer les engagements de la Guinée vis-à-vis de ses partenaires économiques et financiers, il fallait trouver une issue. Il fallait entendre la requête de Dame Beavogui pour créer ce cadre de dialogue. Ça, c'est ce qu'il dit comme premier élément. Deuxième élément, sur le fait que le chèque n'ait toujours pas été payé, il évoquait le dilemme de la Société Générale de Banque où GAC est à son compte domicilié. Et la raison était bien simple. Si la Société Générale décide de se plier à la décision de justice, elle risque, donc cette banque-là, elle risque de perdre
un gros portefeuille, notamment celui de GAC. Ce serait une des raisons pour lesquelles cela a véritablement traîné. Mais Lamine, en un mot, comme en mille, il s'agit là encore d'une décision, d'une des situations que Alpha Condé, que cette gouvernance nous laisse. C'est-à-dire qu'on peut mépriser la justice, lui marcher dessus et faire ce que l'on veut s'il y a des intérêts économiques et financiers en jeu. Je vous dis pourquoi. Pour toutes ces sociétés minières, elles ont ce qu'on appelle un chargé des relations communautaires. Toutes, elles en ont. Et une des responsabilités de ces gens-là, c'est que quand vous ciblez un domaine, vous voulez l'exploiter, vous avez besoin d'une première chose, l'accord de la communauté de vous céder le domaine que vous voulez exploiter. Oui. Même si ça prend du temps, c'est important d'obtenir cet accord-là. Et ils le savent. C'est une démarche communautaire, c'est une démarche anthropologique, et ils le savent. Première chose. La deuxième chose qui est faite, lorsque la communauté dit d'accord, on peut bien vous le céder, vous procédez à un inventaire. Je pèse bien le terme inventaire parce qu'il s'agit d'une recension exhaustive de tout ce qu'il y a sur le domaine. C'est le bétail, c'est les cultures, c'est les habitations, c'est l'eau, c'est le type de plantation qu'il y a, si c'est de l'EVA, si c'est des manguiers, tout ceci, des anacardiers, tout ceci est évalué. C'est la troisième étape. Donc il y a une évaluation de chacun de ces éléments-là, et puis c'est consigné par valeur. Maintenant, ce qui suit, et c'est ce qui a manqué malheureusement, il faut négocier les termes des paiements. Même si c'est à 1 milliard, vous pouvez engager des négociations pour dire, acceptez par exemple qu'on vous dédommage à hauteur de 500 millions. C'est le travail du chargé de relations communautaires. Et quand c'est fait, Lamine, vous ne pouvez pas avoir, et ça c'est l'autre information, comment se fait-il que GAC ait les titres fonciers de ces domaines-là, de ces terres-là, sans que les populations aient été dédommagées. Depuis 2016, ça court. Ils ont les titres fonciers d'après les informations qu'on a pu obtenir. Mais il se trouve que justement, 75 personnes continuent de courir après leurs avoirs. Et des dires du gouverneur, ce qu'il va devoir faire finalement, c'est se débarrasser de ce chèque gâteau, comme d'une patate chaude, justement, et puis voir ce qui pourra être fait plus tard. Justement, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission Pokapa. On essaiera de joindre le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Les grandes gueules reviennent à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.